Bertrand Delanoë est l'invité de Preuve par 3. Monsieur le maire de Paris, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous entrez en campagne pour François Hollande, sans état d'âme, depuis votre clash avec Martine Aubry, n'est-ce pas? Après le Non, parachutage il n'y a à pas de Paris de clash. Cécile Duflot. J'ai l'habitude de dire ce que je pense, voilà. On en parlera tout à l'heure avec Corinne Delpuech de l'agence France Presse dans un quart d'heure. La dernière partie de l'émission avec Perrine Tarnaud de Public Sénat sera consacrée aux dossiers et parfois aux polémiques parisiennes, hein, et qui appellent des réponses de votre part. Hein. On a beaucoup de questions à vous poser sur votre gestion à Paris. D'abord, Bertrand Delanoë, vous êtes sans doute sensible à la démarche d'Éric Cantona. D'ailleurs, vous avez fait du logement votre priorité pour 2012. Est-ce que vous espérez que l'ex-star du foot obtienne ces 500 signatures des maires? D'abord, ce n'est pas ma priorité pour 2012, c'est ma priorité depuis que je suis maire de Paris. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 110 000 Parisiens. Il faut bien qu'ils se logent quelque part. Ça doit être qu'on a mené une politique de logement. 110 000 Parisiens en plus. En plus, voilà. Oui, il n'y en a pas 110 000 en tout. Depuis le dernier recensement. Deuxièmement, je trouve que c'est très important qu'Éric Cantona mette sa notoriété, sa popularité au service de la cause du logement et qu'il le fasse avec la Fondation Abbé Pierre. J'entendais tout à l'heure Patrick Doutreligne, qui est le président de la Fondation Abbé Pierre, et que j'ai nommé il y a 3 ans mon examinateur principal, exigeant et indépendant, sur la politique du logement à Paris. Donc tout ça est très sain, car il faut que l'élection présidentielle permette un changement de la politique du logement dans les communes et au niveau de l'État. Oui. Donc c'est pas une question de 500 signatures. Je pense pas que. Quand même, il les demande. Oui. Est-ce qu'il les mérite? Est-ce qu'il les faut? Il faut les réunir. Non mais moi je vais pas lui donner la mienne. Attendez. Ah, vous n'allez pas vous donner. Mais non, je vais la donner à François Hollande. Mais je suis heureux que grâce à lui et à la Fondation Abbé Pierre, le thème du logement devienne un thème majeur de cette campagne présidentielle. Après, chacun fait comme il veut, avec sa méthode. Moi, ce qui m'importe, c'est le fond. Et qu'est-ce qui va changer en France par l'élection de François Hollande, pas d'Éric Cantona, sur la question du logement? C'est vrai que Éric Cantona, de toute façon, n'est pas candidat. Mais enfin, il veut ces 500 signatures. On verra s'il les obtient. Est-ce que ça ne serait pas paradoxal et même dangereux de lui accorder ces 500 parrainages, alors que Marine Le Pen, qui est candidate, ne les obtiendrait pas? Non, mais ça, c'est une question sérieuse. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dispersion au premier tour, sinon il peut y avoir, effectivement, un 21 avril, comme en 2002. Et il est important que le changement en France, la justice sociale, le progrès, passe par le seul candidat qui peut le mettre en œuvre une fois élu, c'est François Hollande. Mais j'ai beaucoup de respect pour les autres candidatures de gauche. Ça ne veut pas dire que leurs voix, leurs idées ne sont pas importantes. Mais je pense que, effectivement, la candidature de François Hollande est une candidature de rassemblement dès le premier tour. Moi, je vous interrogeais sur celle de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que ce serait une déflagration si elle n'avait pas ces 500 signatures? Elle les aura. Son père faisait pareil à chaque fois. Ce que je crois, c'est que dans la crise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, parce qu'il y a une perte de confiance, parce que Nicolas Sarkozy a aussi beaucoup divisé les Français et brouillé les repères moraux de la France, je pense qu'il y a, pour l'extrême droite, un terrain favorable et que c'est très mauvais pour la société française, c'est très mauvais pour les classes populaires que Mme Le Pen tente de convaincre, et donc je pense que c'est un danger pour la France tout entière. Néanmoins, il faut qu'elle soit candidate. Je pense qu'elle le sera. Vous pensez qu'elle le sera? Oui, mais je ne suis pas pour lutter contre des idées que je rejette par la censure ou par l'interdiction de porter ces idées. Je suis pour que la raison, la conviction permettent de voir quels sont les chemins efficaces pour justement sortir des grandes difficultés dans lesquelles nous sommes. Bertrand Delanoë, donc, on a compris de l'importance de la candidature de François Hollande. Vous avez regardé les derniers sondages et il y a un effritement de la position du candidat socialiste. Alors on lui reproche 2 choses apparemment contradictoires. Un manque d'allant, d'initiative, et puis aujourd'hui cette forte polémique autour de son initiative concernant la réforme du quotient familial. D'abord, sur ce dernier point, quel est votre avis? Est-ce qu'il faut réformer, comme le propose le candidat socialiste, qui dit maintenant qu'il veut le moduler, le quotient familial, oui ou non? D'abord, vous faisiez une allusion au sondage. Je crois que c'est très bon pour François Hollande, à 3 mois du premier tour, d'être à 28%, et que dans tous les sondages de second tour, il est à 54, 57. Donc, on sait que 3 mois avant le scrutin, c'est une position vraiment valable, et que, bien sûr, quand on lui donnait 35% au premier tour ou 60% au second tour, c'était l'effet des primaires, la sympathie qu'avait suscité notre manière de faire sur le plan de la démocratie, sur le quotient familial. François Hollande n'est pas candidat pour que rien ne change.
Il est candidat pour qu'il y ait plus de justice dans les politiques menées dans ce pays. Donc effectivement, il veut une politique familiale, une politique d'aide aux parents pour les enfants. Il veut simplement la répartir justement actuellement. Grâce à ce quotient familial, les ménages les plus favorisés reçoivent le plus. C'est-à-dire quelqu'un qui a 10 000 euros par mois, il reçoit environ 2 000 euros par enfant. Celui qui n'est pas imposable, qui a donc plus besoin, il ne reçoit rien. Et celui qui est dans les classes moyennes, autour de 4 000 euros, lui alors il reçoit beaucoup moins. Donc que veut faire François Hollande? Il veut, parce qu'il y a une confusion, un peu de cacophonie là. Il s'est exprimé, François Hollande lui-même s'est exprimé clairement. Il veut qu'il y ait cette politique familiale, mais que ce soit égalitaire. C'est-à-dire que chaque enfant de France reçoive le même avantage. Que vous soyez au SMIC, que vous soyez classe moyenne basse, classe moyenne supérieure, ou même riche, vous recevrez la même chose par cette fiscalité, par cette réforme fiscale, pour élever vos enfants. C'est quand même beaucoup plus juste que de donner plus, parce que c'est ça avec M. Sarkozy. On donne plus à ceux qui ont le plus de moyens et moins ou rien à ceux qui ont moins de moyens. Dans tous les cas, Nicolas Sarkozy, que vous citez, lui, annonce des conséquences désastreuses de cette réforme du quotient familial. Et à droite, à l'UMP, on se donne le mot. On dit que François Hollande veut assassiner les classes moyennes et démolir la politique familiale dans notre pays. Les mots employés. Oui, Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, n'a cessé de diviser la France et de l'affaiblir. Regardez dans quelle situation nous sommes, dans quelle situation sont les services publics, le chômage, et il n'a cessé d'électriser les relations entre les Français et la démocratie française. On est en campagne. Mais attendez, ça a été pendant 5 ans. Oui. Et là, 3 mois avant une élection, avec une désinvolture, une brutalité, un cynisme, lui et ses amis de l'EMP ne cessent d'électriser et d'abaisser le débat démocratique. De quelle manière? En proposant la TVA sociale, la taxe Tobin? Chaque fois qu'un concurrent dit quelque chose, c'est un jeu de massacre. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est un affrontement tout à fait tonique. C'est un affrontement avec des contradictions. Mais on se respecte d'abord. Je pense que Nicolas Sarkozy, qui est quand même le président sortant, il manque de respect aux Français. Il manque de respect aux Français quand il ment. Il manque de respect aux Français quand il creuse les inégalités sociales. Il manque de respect aux Français quand il les divise. Le président de la République, c'est normal qu'il ait des convictions. C'est normal qu'il ait une politique de droite ou de gauche. Mais il a un devoir suprême, l'unité de la nation. Et l'unité de la nation, elle ne se fait pas en stigmatisant les uns et les autres. Et elle peut même mieux se faire par la justice sociale et une forme de maîtrise. Comparez le profil personnel de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Nicolas Sarkozy est tout le temps dans l'attaque, dans le conflit, etc. François est un homme serein, qui a la maîtrise du temps et qui a la maîtrise de son propos et de sa campagne. Qui pourra tenir le choc dans cette campagne-là, telle que vous la décrivez? Moi, je suis assez content de la manière dont il procède, parce que je ne crois pas que c'est le spectacle médiatique qui fait le résultat d'une élection, c'est ce que les gens ressentent pour leur vie réelle, possible. Mais attendez, monsieur Rossior, un certain évitement des sujets, non? Vous me posez une question. Ah ben tiens, évitement des sujets. Oui. C'est François Hollande qui a lancé le thème de la réforme fiscale. C'est François Hollande qui a lancé le thème de l'éducation. C'est François Hollande qui a lancé le thème de la jeunesse. C'est François Hollande qui parle du service public, notamment de la santé. Et là, aujourd'hui, de la politique familiale juste. Mais effectivement, il n'est pas dans le spectacle médiatique. Je trouve qu'il a une certaine maîtrise et de son comportement et du temps. Et nous en reparlerons dans 3 mois. Nous en reparlerons dans 3 mois, sûr, même avant. Car j'ai l'impression que les Français verront la cohérence. Tout est imparfait. On ne va pas rentrer au paradis si François Hollande est élu président de la République. C'est difficile, on est en crise, les finances publiques sont en miettes, grâce à M. Sarkozy, si j'ose dire. Pas seulement. Il a quand même, selon la Cour des comptes, creusé les 2 tiers de la dette supplémentaire depuis 5 ans. C'est quand même énorme. Je suis gestionnaire. Je gère un budget de 7 milliards d'euros par an. Vous aussi, vous surveillez votre note AAA, d'ailleurs, à la mairie de Paris. Hein. Mais vous savez que les agences ont dit que je la garderai, que je méritais de la garder, sauf
si la France la perdait, parce qu'il n'était pas possible que la capitale l'ait. Ce serait trop vexatoire, sans doute, pour le gouvernement du pays. Bertrand Delanoë, quel engouement pour François Hollande, vous qui avez soutenu Martine Aubry. Oui, vous l'avez redécouvert là depuis qu'il est officiellement investi? Si, M. Grossior, vous avez bien suivi la campagne des primaires, j'ai soutenu Martine Aubry par conviction, pour un certain nombre de raisons que j'exprimais à ce moment-là. Je n'ai jamais dit de mal de François Hollande, qui a toujours été un ami et que j'ai soutenu pendant 11 ans quand il était premier secrétaire. Il y a eu les primaires, elles sont finies. Je pense que François Hollande a une intelligence politique qui le met à la hauteur de la gravité de la situation. C'est un homme qui a des convictions et surtout, pour en avoir parlé avec lui, je sais qu'il est conscient du mal-être du pays aujourd'hui et de la lourdeur de la tâche qu'il attend. Et ça, c'est fondamental. Alors, ça tranche avec M. Sarkozy. D'accord. Alors, Nicolas Sarkozy, vous l'avez critiqué pour ses attaques, sa façon de faire dans la campagne. Comment est-ce que vous avez apprécié alors la charge de François Fillon cette fois, qui s'en est pris à la scorpionnite de François Hollande, sa diabolisation infantile et son catastrophisme rustique? Monsieur François Fillon aimerait avoir une réputation d'homme sage, bien propre sur lui. Et en fait, c'est un bon sarkozyste. C'est-à-dire que au moment où il faut être violent, cynique, prendre des libertés avec la vérité, il y va carrément. Bon, c'est une forme d'héritage, d'une forme, non pas du gaullisme, mais du RPR, qui était comme ça un peu violent, un peu sectaire. Et je pense que ça ne leur réussira pas. Et donc, je crois qu'il faut que nous continuions avec sérénité, mais combativité, à développer des arguments et à être inspirés par la vie des Français. Je crois que M. Sarkozy est président depuis 5 ans. Je sais que c'est un très bon candidat, mais les Français savent qu'il a été un très mauvais président. Bon, je vous interrogeais sur le Premier ministre François Fillon, parce qu'on se dit que si demain il est candidat à la mairie de Paris, vous ne serez peut-être plus là, a priori, ça sera un sacré combattant. Je serai là, mais je ne serai pas candidat. Et c'est pas parce que, cher monsieur, ce n'est pas parce que je ne serai pas candidat que, étant là, je ne serai pas efficace. Et M. Fillon est un homme respectable. Je crois qu'il ne correspond pas, absolument pas, à ce dont ont besoin les Parisiens dans l'avenir. Non, je pense qu'il a une culture politique et une culture urbaine qui est datée, alors que les Parisiens, depuis 11 ans, ont vraiment ensemble fait un chemin vers le progrès, l'innovation, cette culture urbaine qui remet en cause des schémas anciens et que de ce point de vue-là, M. Fillon est assez décalé par rapport, y compris à une partie de l'électorat de droite parisien. Bon, il va être investi pour les législatives, par l'UMP. Vous me posez la question. Vous voyez que c'est moi qui donne les investitures à l'UMP. Ce qui se passe dans le camp d'en face. Oui, mais bon. Ce sera par exemple une défaite pour Rachida Dati, que vous connaissez bien. Il se débrouille. Je suis socialiste, je ne suis pas consulté, donc je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Vous en avez fait quand même. Sévère sur François Fillon. Je ne m'appelle pas François Fillon, qui lui consacre ses vœux à la France hier en tant que Premier ministre, à démolir le candidat socialiste. Ce que je ne trouve pas très classe, pour vous dire la vérité. Allez, on va accueillir Corinne Delpech de l'agence France Presse. Mais avant cela, Bertrand Delanoë, on va tenter de comprendre pourquoi, en ayant gagné à 2 reprises cette fameuse bataille de Paris, vous n'avez pas enregistré de victoire au sein même du Parti socialiste. Quelle est donc votre empreinte aujourd'hui au sein du Parti socialiste que vous avez rejoint très jeune, maire de Paris, et pas candidat à la présidence de la République. On regarde l'enquête, signée Mounir Soussi. Au Parti socialiste, le parcours de Bertrand Delanoë est jalonné de tours de force et de rendez-vous manqués. Le plus marquant se produit au Congrès de Reims en 2008. Bien placé pour s'installer dans le fauteuil de premier secrétaire, un mot va lui barrer la route. Dans un livre écrit avec Laurent Geoffrin, il se définit comme socialiste et libéral. Le terme est lâché, il ne pourra plus s'en défaire. Ses adversaires ont utilisé ça contre lui et donc on lui a accroché en quelque sorte une casserole, une casserole idéologique. Et je pense que ça l'a gêné ensuite dans ses rapports avec les militants qui étaient à l'époque le corps électoral qui devait désigner le futur premier secrétaire. Affaibli, il se rallie finalement à Martine Aubry. Un manque de sens politique pour ses adversaires, mais selon ses proches, c'est au contraire la marque d'un sens aigu des responsabilités. Ce n'est pas un homme d'appareil, ce n'est pas un homme qui va décider en fonction de l'intérêt de tel ou de son intérêt. C'est vraiment quelqu'un qui voit d'abord l'intérêt général. Il y a toujours, parfois même, un regard un peu condescendant des apparatchiks à son égard, parce que sûrement il les déstabilise, parce qu'il n'est pas du tout dans ce registre-là.
Bertrand Delanoë dit oui au pouvoir, mais pas à n'importe quel prix. Et la politique n'est pas tout pour lui. D'ailleurs, il l'avait abandonné à un moment, et puis il l'a reprise ensuite. Et donc, il a une expérience. Il n'est pas entièrement dédié ou dévoué à la vie politique. C'est une personnalité, à mon avis, plus riche que ça. Une attitude qui expliquerait sa popularité. Bertrand Delanoë ne quitte plus le podium des personnalités politiques préférées des Français depuis près d'une décennie. Absent de l'organigramme de campagne de François Hollande, il annonce qu'il ne briguera pas de troisième mandat de maire dans la capitale. François Fillon, Cécile Duflot se positionnent pour 2014. Bertrand Delanoë saura-t-il rester à l'écart de cette nouvelle bataille de Paris ? Voilà, pas tout à fait. Hein. Vous serez dans la bataille, vous l'avez dit il y a un instant. Aux côtés de mes amis. Aux côtés de vos amis. On peut se battre avec conviction sans se battre pour son ambition personnelle. Sans avoir le premier rôle. Corinne Delpuech nous a rejoint de l'agence France Presse. Bonsoir Corinne. Bonsoir. On a vu François Hollande à Jarnac. Dans les meetings, il ressemble à François Mitterrand, il a un peu sa gestuelle. Est-ce que c'est pas une référence un peu désuète, 16 ans après la mort du seul président socialiste? D'abord, François Hollande n'est pas François Mitterrand. François Hollande est François Hollande et il a ses propres qualités. Que François Mitterrand soit une référence pour nous tous, le seul président de la République socialiste, celui qui a marqué la France, l'histoire de la France. Je pense que c'est tout à fait naturel. En revanche, je vois un point commun entre François Mitterrand et François Hollande, c'est une certaine maîtrise du temps et des événements. Ils ne cèdent pas à la pression. Aucun des deux n'a le goût du spectacle médiatique et du superficiel. Ils ne sont pas Paillettes et Strass. Ils ne sont pas le genre du Fouquet. C'est plutôt la France profonde et une certaine relation à ce qui est important et ce qui est secondaire. Alors, quelles sont leurs grandes différences? Oh ben l'âge, la période, le parcours. Vous savez, ceux qui sont nés avant la guerre de 40, avant l'occupation, avant le nazisme, avant la résistance, et ceux qui sont nés après, dont je fais partie, comme François Hollande, ne peuvent pas avoir le même parcours politique, la même formation. François, comme moi, a dû être impressionné par les conquêtes lentes, douloureuses des forces populaires, des forces progressistes dans la Ve République. N'oubliez pas que la gauche a mis 23 ans pour trouver sa légitimité, et c'était en 1980 avec François Mitterrand. Voilà, je pense qu'il a été formé comme ça. C'est un homme moderne. Est-ce que vous considérez qu'il a dissipé le flou que lui reprochait Martine Aubry, que vous souteniez à la primaire? Oui, mais je n'ai jamais employé les mêmes arguments que Martine, que je soutenais évidemment, face à François, que je ne critiquais pas parce que je le connais bien et je l'apprécie, même si ce n'était pas lui que j'avais choisi dans la primaire. Pour le reste, je pense que François veut être clair sur quelques dossiers essentiels. La France est vraiment en sale état et le président de la République n'est pas, comme M. Sarkozy, celui qui veut être ministre de tous les secteurs. Il doit prendre de la hauteur et orienter la politique de la France dans quelques domaines essentiels. J'en rappelais tout à l'heure avec M. Grossior, il y en aura d'autres. La campagne commence à peine. Et vous verrez que sans se disperser, sans essayer de faire un catalogue, il y aura une identification de François Hollande à de grandes orientations illustrées concrètement. Tiens, tout à l'heure on parlait logement. François Hollande, lui, s'engagera sur l'encadrement des loyers. C'est fondamental pour une énorme majorité de Français. Donc vous verrez qu'il sera identifié à des points très précis, mais il ne va pas se disperser, et ce n'est pas le rôle du président de la République. Alors, vous avez dit que vous seriez dans la campagne, mais quel sera votre rôle exact? Ben, je suis là, vous voyez, je fais campagne. Dans l'organigramme, par exemple. Il y a déjà beaucoup de monde, mais pas vous. Oui, mais je suis dans le conseil politique restreint. C'est-à-dire, je crois, une dizaine ou une quinzaine de personnes que François a réunies pour échanger avec eux. Et François me l'a demandé. Et de toute façon, François sait que je fais campagne à Paris. Vous savez, il y a 1 300 000 électeurs, hein, c'est peut-être un peu important. Et il y a surtout 300 000 électeurs de plus qu'il y a 10 ans. Et puis, quand on en parlait avec François, il me disait « Je souhaite qu'on se parle politique, donc dans ce conseil politique restreint, et puis que tu fasses des médias, et puis que tu ailles faire des meetings, me disait-il. Puis voilà, quand il aura besoin. Vous savez, avec moi, c'est simple. D'abord parce que notre relation est très sereine et amicale. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un froid entre vous à un moment? Il vous avait soutenu à Reims, vous avez soutenu Martine Aubry aux primaires.
Il n'y a pas eu un petit éloignement? On en a parlé avec François. Je pense qu'il aurait préféré que je le soutienne. Et je pense qu'il a apprécié que je sois aussi correct et amical à son égard pendant les primaires. Est-ce que vous le voyez socialiste? Je voudrais vous dire une autre chose, c'est que pour François, je suis commode parce que j'ai rien à demander, je ne suis pas perturbateur, je ne suis pas dans les jeux de pouvoir. Donc il peut m'utiliser quand il aura besoin. Je suis libre, je suis indépendant et je crois qu'il a besoin de quelques personnes aussi qui ne sont pas concernées par des rivalités de pouvoir tout à fait normales dans la société humaine et dans Vous avez de la vie l'ambition. politique. Vous avez peut-être une ambition en cas d'alternance, là, dans quelques mois. J'ai beaucoup d'ambition pour réussir mes 13 ans à la mairie de Paris. Je vais bientôt en avoir fait 11 ans. Et j'ai beaucoup d'ambition pour que François réussisse son quinquennat. Donc, il y a plein de manières de l'aider, et y compris comme maire de Paris, puis on verra bien. Je n'ai pas, si vous voulez, Laurent Geoffrin le disait, j'ai un rapport à la politique qui n'est pas un rapport de dépendance. D'accord. J'ai beaucoup Vous pourriez d'ambition. le servir comme ministre. J'ai beaucoup d'ambition, mais je ne suis pas drogué. Je ne suis pas dépendant, Bon, mais je comme propose- tant de responsables politiques. Donc voilà, mais comme vous l'avez remarqué, depuis 40 ans, je suis quand même particulièrement engagé. Vous avez vu un grand moment démocratique dans ce pays sans que je sois totalement engagé. Non, mais là, les questions étaient précises sur votre Oui, ambition pardonnez-moi. concrète. Est-ce que vous excusez-moi. voulez être ministre? Et si vous voulez être ministre, de quoi? Non, je souhaite vraiment être maire de Paris jusqu'à 2014. C'est pas Je souhaite- incompatible Ah si, et je pratique pas le cumul des après mandats. 2014. Ah ben, on par verra, exemple. écoutez, il s'en sera Non, mais passé est-ce que des vous choses. avez envie et quel est le Laissez-moi, département? non, mais c'est gentil de me poser la question, ce serait gentil d'écouter la réponse. Vraiment, on a envie d'entendre D'autant que oui vous ou me non. connaissez bien et que vous savez que je suis sincère. Un, j'ai vraiment envie de réussir la tâche que je dois accomplir, que je dois aux Parisiens jusqu'à 2014. Mais en même temps, je veux aider François président autant que possible. Alors, pour l'aider comme président, il faut d'abord que je l'aide comme candidat. D'accord. Après, c'est pour aider la France, puis parce que c'est mes amis, c'est ma famille, ce sont mes convictions. Je n'ai pas de plan de carrière, je n'en ai jamais eu. Vous savez, vous avez été témoin de ma campagne pour la candidature à la mairie de Paris. Vous savez que je fonctionne par conviction, par ambition, hein, avec la volonté de prendre des responsabilités, mais que j'ai pas un plan de carrière classique Bon, si on vous le comme ça. propose d'entrer au gouvernement, vous direz oui. Je ne Ou non. pense pas qu'il y ait de raison à court terme pour que cette question se pose. Ah bon? Alors, il y a Si un elle se domaine- posait honnêtement, je vous assure. Ben, vous diriez D'abord, oui d'abord, ou non? je suis maire de Paris. Oui. Donc c'est quand même dans la balance. Deuxièmement, quelle que soit ma réponse, je serai capable de dire aux Françaises et aux Français les motivations de ma réponse. Je suis de ce point de vue-là à un moment de ma vie où rien ne me gêne pour dire aux citoyens ce qui me motive et pourquoi D'accord, bon. je prends telle ou telle Vous décision. attendez pour voir, et Non, nous mais aussi, alors. Hein. Monsieur Grossior, comprenez que la politique, Ouais, ça ouais. peut être beaucoup d'engagement, Ouais. beaucoup de désintéressement, beaucoup d'implication, et qu'on n'est pas obligé de le lier à sa personne, d'autant peut-être que ma situation est facilitée par le fait que j'exerce une mission extrêmement importante D'importance. qui me vient du suffrage universel et que j'aime. Corinne, Alors, il y a peut-être un conseil que vous pourriez prodiguer à François Hollande. Vous avez expérimenté en grandeur réelle le gouvernement avec les Verts. Ah bah lui- qu'avec les Verts. Non, les pas qu'avec les Verts, communistes, mais les on parle radicaux des de Verts. gauche, le Bien MRC. sûr. on parle des J'ai plus absolument- remuants. Des J'ai même Verts. les amis de Jean-Luc Mélenchon dans ma majorité. Bravo. Donc, vous Pas de lui centriste. souhaitez bien du plaisir avec les Verts dans un gouvernement Non, de je gauche pense pluriel? qu'il faut que les socialistes acceptent qu'ils ont des partenaires. Nous avons des partenaires et la gauche est beaucoup plus forte de ces différences. Mais il faut avoir l'esprit de responsabilité pour être solidaire. Donc ce n'est pas un conseil que je donne à François, parce qu'il sait tout cela. Mais c'est vrai que dirigeant une majorité depuis 11 ans dans la plus grande collectivité française, où il ne manque aucune des facettes de toutes les composantes de la gauche. Je crois que nous réussissons quand nous savons nous écouter, nous respecter, savoir que tout le monde a des idées tout à fait intéressantes, mais que la seule chose qui compte, c'est ce que nous faisons ensemble. Et ce sera pareil pour le pays. Alors, et il y a une verte importante qui arrive à Paris. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Est-ce que vous allez soutenir Daniel Hoffmann-Rispal dans la circonscription que brigue Cécile Duflot? Ou bien est-ce que vous la laisserez faire sa campagne? Monsieur Grossior a fait allusion à un différend très sérieux que j'ai eu avec Martine Aubry. J'ai Je même le parlé de regrette. clash. Oui, le mot n'est pas Hein trop Et fort. maintenant? Je regrette qu'il ait eu lieu, mais bon, Ah ouais. je ne regrette pas d'avoir des Alors, et convictions. maintenant Vous permettez?
Je vais vous dire que si je l'ai fait alors que ça me peine, c'est parce qu'il y a des valeurs, des convictions, une culture démocratique à Paris que vous connaissez bien, avec lesquelles je ne peux pas et je ne dois pas transiger. Nous avons rénové la vie démocratique à Paris. N'oubliez pas que la vie démocratique à Paris avant 2001, c'était un parti, c'était l'esprit d'appareil qui avait envahi Paris. Et donc une forme d'authenticité, de proximité, de non-cumul des mandats. Les Parisiens apprécient que je ne cumule pas les mandats, y compris dans le temps. Donc, que ce soit un parachutage socialiste, madame, ou un parachutage vert, j'aurais eu la même réaction. Actuellement, je ne m'occupe que de l'élection de François Hollande. Les élections législatives, c'est après la présidentielle. D'accord. Alors, le parachutage, de ce point de vue-là, est-ce à dire qu'il faut être né quelque part pour avoir le droit d'y faire carrière ? Je suis né en Tunisie et j'ai vécu dans l'Aveyron. Alors, pourquoi est-ce que Cécile Duflot je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Mon adjoint Denis Baupin, mon adjoint vert Denis Baupin, il a fait le tour de France par l'Orne, la Bretagne, etc. Puis finalement, il est candidat à Paris. Ce que je lui dis, c'est que tu aurais dû commencer par là, puisque tu es adjoint au maire de Paris depuis 11 ans. Bon, voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui est vrai dans tous les partis. Regardez, c'est vrai à droite, c'est vrai dans tous les partis de gauche. Alors, chaque langue dans les Vosges. Les citoyens ont envie d'une relation de proximité, d'authenticité. C'est pas le fait d'être né à Paris. Alors, c'est vrai pour les Vosgiens. Quant à Jack, Né je dans les constate... Vosges, il est né dans les Vosges. Écoutez-moi, je constate deux choses. D'abord, il va être candidat à la suite d'un vote unanime des militants. Oui, parce qu'il a refusé celui, tout à fait. Des militants du Pas-de-Calais. Je peux terminer, Monsieur Grossior. Ça me fait penser à une autre radio où vous allez aussi. Bon, on interrompt beaucoup. Donc, des militants unanimes lui disent voilà, on a envie que tu sois notre candidat. Deuxièmement, c'est une circonscription détenue par un député de droite aujourd'hui. Donc, il va aller essayer de prendre pour la gauche une circonscription détenue par la droite. C'est quand même mieux que de se parachuter dans un endroit où on n'a aucun lien et où sa famille politique fait 75%. Vous me laisserez quand même préciser que le challenge n'est pas le même. Vous me laisserez quand même préciser que Jack Lang a refusé de se soumettre au vote des militants du Pas-de-Calais quand même. Il faut être précis. Alors j'ai l'impression, franchement, Bertrand Delanoë, que vous appréciez plus le geste de Françoise de Panafieux, qui fut votre grande adversaire à Paris, qui elle a décidé de passer la main, plutôt que Jack Lang qui s'accroche à 72 ans. Je me trompe ? D'abord, je ne compare pas Françoise de Panafieux et Jack Lang. Mais c'est vrai que j'ai dit à Françoise Panafieux que je trouvais que son geste avait de la classe, d'autant qu'en même temps qu'elle passait la main, elle disait « je souhaite qu'une femme soit élue ». Et que dans la famille UMP, le grand problème, c'est qu'il risque d'y avoir aucune femme députée UMP à Paris. Et donc voilà, avec Madame de Panafieux, c'est combattu, on est très différents. Bon, elle m'a pas ménagé. Je crois qu'à une époque, elle disait que j'étais ringard ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave, la vie passe et on grandit tous. Et j'ai une certaine considération pour elle. D'ailleurs, on se voit bientôt. D'accord. Parce que je trouve que ce qu'elle a fait était assez classe. Vous lui direz chapeau. Dernière question. Oui. Dernière question, Corinne. Monsieur le maire, irez-vous à Londres pour les Jeux Olympiques que votre ville a failli organiser avec un serment de cœur? Non, je vis pas dans le regret. Vous voyez, par exemple, moi j'optimise tout. Je me dis finalement, le quartier de Batignolles, on l'aménage plus vite parce qu'on n'a pas passé par l'étape village olympique. Je voulais avoir les Jeux Olympiques, évidemment. Bon, on les a pas, c'est long, tant mieux pour eux. C'est un choc, quand même. Oui, bien sûr. C'est tant mieux pour eux. Je souhaite qu'ils les réussissent, que ce soit un moment de sport et de valeur et pas seulement de fric. Et voilà, mais je pense que c'est un beau défi pour les Londoniens. Vous irez. Je suis moins proche de l'actuel maire Boris Johnson que je ne l'étais du maire qui a gagné les Jeux, mon ami Ken Livingstone. Oui, si les circonstances s'y prêtent, si on me convie, j'irai de très bon cœur, bien sûr, y compris pour leur dire que, voilà, tout ça, ça va être des compétitions fraternelles. Et vous ne vous dites jamais, si j'avais gagné les Jeux, mon sort politique aurait été totalement différent et peut-être que c'est moi qui serais candidat à l'Élysée. La vie est comme ça, je me le dis pas comme ça, mais vous savez, quand Laurent Geoffrin a parlé tout à l'heure de mon raisonnement sur le libéralisme politique contre le libéralisme économique, aujourd'hui vous interrogez n'importe quel candidat de gauche, il est obligé d'être d'accord avec ce que j'ai dit dans le livre. Mais à l'époque, on a voulu me caricaturer, avec l'appui des médias d'ailleurs, mais surtout mes concurrents politiques, pour me faire battre. Bon, ils m'ont battu, c'est la vie. Je ne pleure pas sur le lait renversé. Je ne suis pas narcissique au point de pleurer sur moi. J'aime mon pays
Et voilà, je préfère être dans une dynamique joyeuse et d'être heureux, oui, de soutenir quelqu'un que j'apprécie, qui s'appelle François Hollande. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et puis voilà, c'est pas moi. À son voilà. sujet. Cela dit, vous voulez que je sois ministre, la vie n'est pas terminée. Je veux dire, peut-être que je pourrais encore rendre quelques services, même si je ne le programme pas. Très bien, on va attendre encore une fois. Alors, vous pourriez dire, par exemple, de François Hollande qu'il est comme vous, socialiste et libéral? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. François ne le dirait pas comme ça après. Oui, mais vous le dites pour lui? Attendez, après ce qui m'est arrivé, à mon avis, ils ne le diront pas comme ça. Mais lisez ce que j'ai écrit dans le livre. Oui. Je me souviens même que je disais que j'étais contre le libéralisme économique, j'étais pour la liberté, l'épanouissement de l'individu, au sens philosophique du terme, le libéralisme politique. Et Laurent Geoffrin me disait, mais alors, vous êtes social-libéral? Je dis surtout pas. Bon. Donc, philosophiquement, nous devons être assez d'accord, François et moi, mais je ne veux pas lui faire de mal. Merci encore une fois, Corinne. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre. On va s'intéresser donc à Paris, Bertrand Delanoë, puisque c'est presque l'heure du bilan. Vous vous installez, on peut le dire, votre première adjointe, Anne Hidalgo, dans un processus de succession. Écoutez ce reportage dans les rues de Paris, signé Aïda Kerkouach. Bertrand Delanoë l'a déclaré, pas de troisième mandat en 2014. Après Jacques Chirac et Jean Tibéry, les Parisiens font le bilan du maire socialiste. Il y a du positif. Pas mal de changements dans l'urbain, il y a Autolib, Vélib qui marche pas mal. Le fait que la ville se soit réappropriée la gestion des eaux. Je pense notamment à cet événement annuel qu'est la Nuit Blanche. Il y a du négatif. Il n'a pas fait tant de choses que ça pour la culture. La Nuit Blanche, c'est un peu un faux semblant et je pense qu'il aurait pu faire plus de choses pour que notre ville soit vachement plus active. Ah bah les loyers, ça explose. Et je ne sais pas si les gens ont encore de l'argent pour louer. Ça roule beaucoup moins bien, voilà. Surtout même mon scooter, voilà, j'avance plus. Les trottoirs sont dégueulasses. Ah, les couloirs bus. Oui, c'est l'horreur infâme. Bien pour les bus, moins bien pour ceux qui roulent en voiture. Paris-Plage, voilà, Paris-Plage. Oui, Paris-Plage. Et il y a aussi du comparatif. Ah ben Chirac a été beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus dynamique. Et puis on voyait que Chirac avait d'autres ambitions. C'était un tremplin. Comme pour tout élu, laisser son empreinte est un souci. Dans quelle direction regarder? Le chapitre des transports reste toujours polémique. Pour moi, il y a surtout eu le tramway qui a changé avec les nouvelles lignes qui ont été agrandies. Il y a surtout une chose que j'espère qu'il ne va pas faire, c'est fermer les voies sur berge, définitivement, parce que ça, c'est nul, nul, nul. Parce que alors là, bonjour, ou alors il faut supprimer la voiture dans Paris. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Bertrand Delanoë. Effectivement, pourtant les voies sur berge entre Orsay et le quai Branly, elles vont bien fermer, non, d'ici l'été 2012? Oui, bien sûr, madame doit en partie seulement se rassurer. C'est-à-dire que c'est seulement entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma sur la rive gauche qu'elles seront fermées, et sur la rive droite, elles seront réaménagées, mais il y aura autant de place pour les voitures, simplement, ce sera un petit peu plus civilisé. Et pourtant, on a vu là les 2-3 derniers jours, quand ces voies sur berge étaient fermées à cause de la crue de la Seine, les nombreux embouteillages que ça a engendré dans les arrondissements limitrophes. J'ai eu exactement le même problème quand on a fait le tramway. D'abord parce qu'il faut que les automobilistes s'habituent au changement d'itinéraire. Deuxièmement, il n'y a eu que 5 à 10 minutes perdues entre la gare d'Austerlitz et la Tour Eiffel, ce qui n'est pas considérable, mais je le prends au sérieux. Et troisièmement, il y aura une nouvelle voie pour les voitures faites sur le quai Haut, entre le musée d'Orsay et la place de la Concorde. Et elle n'existe pas actuellement. Et elle sera faite quand, cette nouvelle voie ? Avant la fermeture des voies sur berge. Ce que je voudrais dire, parce que je comprends, Paris est une ville démocratique, on débat, mais il y a moins 25% de voitures à Paris, et question pollution, c'est moins 80% de monoxyde de carbone, moins 80% de benzène, moins 9% de gaz à effet de serre, et moins 32% de pollution de proximité. Il faut savoir ce qu'on veut. Je crois effectivement que la ville dense, ça ne concerne pas que Paris, c'est toutes les grandes villes de France et du monde. Il doit y avoir moins de véhicules individuels polluants, et c'est pour cela qu'avec 40 collectivités locales voisines, on a créé Autolib, de manière à ce qu'on puisse avoir de temps en temps une voiture, mais on la partage et elle n'est pas polluante. Vous verrez que dans quelques années, ça aura beaucoup changé les mentalités, y compris parce que ça sera moins cher d'utiliser Autolib que de posséder sa voiture. Mais justement, Autolib, un mois après sa mise en service, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par quelques cafouillages autour de cette mise en service? Vous savez, il y a très peu de voitures, on en voit très peu dans Paris. Oui, mais parce que le choix qui a été fait, c'est une montée en puissance sur un an.
C'est-à-dire qu'on a commencé le 1er décembre, mais le service ne sera complet que fin décembre 2012. Mais est-ce que vous demandez aujourd'hui au Moi, groupe Bolloré d'accélérer j'avais cette une montée en attitude. puissance? Non. On a lancé un appel d'offres où les choses étaient claires. Moi, je disais, il vaut mieux le faire plus tard et que d'entrée, tout soit prêt. Mais aussi bien dans mon équipe que les industriels, etc., tout le monde me disait non, c'est trop compliqué, c'est trop innovant, ça n'a été fait nulle part. Il faut qu'on puisse le faire de manière progressive, y compris pour corriger nos propres erreurs au fur et à mesure. Moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un, contrairement à ce qu'on dit, je suis autoritaire, mais je ne suis pas borné. Et donc... Donc vous confirmez que vous êtes autoritaire. Oui. Vous savez, je crois que pour diriger Paris, il vaut mieux avoir un peu d'autorité. Bien. Et donc, voilà, et je pense qu'on a fait ce choix, il faut l'optimiser. C'est une efficacité qui est progressive, qui se fait par étapes. Donc, le jugement sur Autolib, on pourra le faire fin 2012. Bertrand Delanoë, votre réaction ce soir à cette information de l'équipe, le quotidien sportif, avec cette hypothèse de détruire l'actuel Parc des Princes pour en reconstruire un tout neuf sur le même site en vue de l'Euro 2016? D'abord, je souhaite que le PSG, qui est dans la compétition européenne, soit jugé comme les autres grands clubs, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur l'économie. À la mesure de ses ambitions. Avant même le stade. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les commentaires. Tout le monde veut qu'on soit en compétition avec le Barça et il paye les joueurs encore plus cher. Bon, voilà. Le foot, maintenant, qui est un grand sport, c'est aussi une économie à une certaine dimension. Deuxièmement, je trouve normal que le PSG veuille avoir un beau stade moderne de 50, 60 000 places. Le problème, c'est que dans le parc actuel, on ne peut pas aller au-delà de 50 000. On peut faire très très beau, très moderne, excellent, mais 50 000. Que pour faire plus de 50 000, il faudrait le démolir. Je pense que la question de la démolition est une question extrêmement difficile en termes de possible. En termes de possible. En termes de superficie de terrain? Non, pas du tout. Est-il possible de détruire le Parc des Princes? Il fait partie du patrimoine architectural de Paris. Certains vous diront qu'il est très moche, qu'il est très beau. Pour vous, il n'en est pas question. Et il y a un architecte que je respecte beaucoup, qui l'a rénové, qui est M. Taillibert. Bon, donc je crois que ce sont des questions lourdes. Et par rapport à ces questions lourdes, je n'ai pas le droit d'être irresponsable. J'ai l'expérience des changements urbains à Paris. Et je sais que chaque fois qu'on veut changer quelque chose, c'est compliqué. Donc je pense que ce qui est souhaitable, c'est que le PSG, grande équipe européenne, ait un stade magnifique au Parc des Princes de 50 000 places, sans démolir l'enveloppe. Est-ce que ça va être suffisant, 50 000 places? Le Qatar, qui est aujourd'hui le principal actionnaire propriétaire du PSG, veut plutôt 70 000 places pour être à la même hauteur que les autres grands clubs européens. Il faut deux choses. D'abord, se dire que la force du PSG dans les 10 ans qui viennent, ce sera ses résultats sportifs. Son image de marque. Là, vous leur mettez la pression. Mais non, mais attendez, ils les ont déjà. Je suis déjà très content. Ils sont champions d'automne. Bon, enfin, ils étaient moins brillants en Coupe de France. Mais... oui, mais attendez, le sport, c'est comme ça. Des fois, on est haut, des fois, on est bas. Donc, je les aime beaucoup. Je les soutiens à fond. Je pense que pour être les meilleurs dans les années qui viennent en Europe, c'est ça leur ambition et c'est mon ambition. Je pense qu'il leur faut un stade, une maison où il y a une identité forte. Il faut qu'ils soient chez eux, chez leurs supporters. C'est le Parc des Princes. Je serais ravi que ce soit à 60 000 places, mais je pense que les 10 000 d'écart sont pas si importantes que ça. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut qu'il soit dans un stade ultra moderne. J'ajoute quand même un petit élément. C'est que si on rénove le parc tel qu'il est, on est prêt pour l'Euro 2016. Si on le démolissait pour faire un stade de 60 000 ou 70 000, il n'y aurait pas de match à Paris. Ce serait quand même embêtant, y compris pour le PSG, je me souviens, et y compris pour les propriétaires qui organisent la Coupe du Monde en 2022. Mais pendant les travaux, le PSG va quand même déménager au Stade de France. Donc vous n'avez pas peur que le PSG prenne goût à un grand stade, peut-être à la mesure, à la hauteur des ambitions de son propriétaire? Il y a un petit détail que vous oubliez, c'est que ce n'est pas la mairie de Paris qui va financer les travaux de rénovation. Les travaux de rénovation vont être financés par le consortium qui a gagné l'appel d'offres et dans lequel il y a évidemment le PSG. Et c'est eux qui vont financer, je sais pas, 110, 120, 130 millions d'euros de travaux. Donc s'ils financent ces travaux, ce ne sera pas pour s'installer définitivement au Stade de France. D'un mot, est-ce qu'on peut envisager un PSG sans aucune subvention municipale, comme le demandent certains élus parisiens de votre opposition? Alors, oui, mais Monsieur Lamour
et M. Goasguen ont voté autour du 15 décembre la subvention au PSG. Et le 18, ils ont dit qu'il faudrait la supprimer. Ils ont découvert les salaires versés. C'est ça, ouais. Monsieur Lamour a découvert l'économie du foot. Allons. Ça, c'est Vraiment, c'est pas bien de faire de la politique comme ça. Deuxièmement, je veux dire aux téléspectateurs que la subvention ne contribue absolument pas au fonctionnement du club. Elle sert pour l'équipe féminine, pour les clubs filleuls, pour la formation et pour tout un tas d'initiatives de liens entre l'équipe et les Parisiens. Deuxièmement, elle était de 6 millions d'euros par an quand M. Lamour, M. Lamour a été conseiller du maire. Donc vous voyez, il était en plus dans le coup. Aujourd'hui, elle est un peu plus d'1 million. Non, elle est un peu moins d'1 million et on l'a baissée. Donc qu'est-ce que je veux dire? On peut discuter du montant et je trouve normal puisque je l'ai moi-même baissé. Mais je ne veux pas j'aimerais qu'on ne discute pas du principe. Parce que le principe, c'est le lien entre la ville de Paris et son équipe de foot. Et ça, c'est une histoire, c'est une âme. Et donc, je pense que ce lien qui passe par les clubs filleuls, qui passe par la formation, qui passe par les quartiers, ça serait dommage de l'abîmer. Allez, il reste 2 minutes, il y a tellement de dossiers parisiens. Oui, que je ne sais plus par quoi commencer. Vous faites du logement votre priorité en 2012 et vous souhaitez depuis que je suis maire. Oui, mais spécialement, vous l'avez dit, pour l'année 2012, vous souhaitez créer une autorité métropolitaine compétente sur ce dossier. Pourtant, il existe le Grand Paris. Est-ce que ça, c'est pas le bon cadre pour le logement en Ile-de-France? Le Grand Paris a fait quelque chose en matière de logement? Non, mais le Grand Paris a des ambitions. Aussi grand ça fait 5 ans que le président de la République parle du Grand Paris. Il y a un dossier sur lequel ça a avancé, je le reconnais loyalement, grâce au président de région Jean-Paul Huchon, c'est les transports. Tout le reste, ça n'a pas avancé. En matière de logement, ce sont les communes qui font vraiment le logement social, mais il y a des communes qui refusent. Donc, moi, je propose effectivement qu'on discute, les élus locaux de droite et de gauche, de la métropole, qu'on discute d'une autorité régulatrice de logement qui ait une vraie compétence de manière à traiter de cette question du logement dans la zone dense ensemble et de manière volontariste. Une question sur le futur toit des Halles de Paris, ce qu'on appelle la canopée, ce grand toit en verre. Son marché a été annulé par le tribunal administratif parce que la canopée était jugée trop chère. Est-ce qu'il faut revoir ce toit de verre? Est-ce que ça va retarder, annuler le chantier? Le tribunal administratif nous a dit qu'il y avait un dépassement. Donc nous allons nous mettre en règle par rapport à ce que nous demande le tribunal administratif, mais nous ne sommes pas d'accord et nous faisons appel. Je précise que le préfet de région, dont on me dit qu'il est pressenti pour être le directeur de campagne de M. Sarkozy, c'est lui notamment qui nous a mis au tribunal. Mais lui, il m'a demandé, pour la Philharmonie, que nous faisons ensemble, l'État et la ville, de faire exactement la même chose. Donc je pense que de temps en temps, l'intérêt général, l'honnêteté intellectuelle,